Bonjour, bienvenue dans cet audio. Je suis Emmanuel Winter, je suis hypnothérapeute sur Mâcon et dans ce podcast, je vais vous parler des addictions. Qu'est-ce qu'une addiction? Est-ce que c'est possible de s'en sortir? Et que peut l'hypnose par rapport à des addictions? Comment l'hypnose peut aider et à quel niveau? Alors dans cet épisode, je vais rester assez superficiel, assez général, en donnant quand même des exemples spécifiques, mais les addictions, c'est un domaine extrêmement profond, complexe, très large, ça peut aller très très loin. Le terme même d'addiction, c'est quelque chose qui peut être employé n'importe comment et qu'on peut comprendre de plein de façons différentes. Donc c'est intéressant de débroussailler un peu pour y voir plus clair dans ces notions complexes. Parce que peut-être qu'une personne que vous connaissez est concernée par des addictions, par une ou plusieurs addictions, et que vous vous posez certaines questions par rapport à ça, et je vais essayer d'y répondre. Qu'est-ce qu'une addiction? Qu'est-ce qui différencie un consommateur occasionnel d'un addict? Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre l'alcoolisme ou la consommation mondaine du week-end sans conséquences? Il y a des conséquences, mais qu'est-ce qui fait la différence entre une consommation raisonnée et une addiction? D'accord? C'est-à-dire que tous les consommateurs d'un produit ne sont pas des addicts. Donc qu'est-ce qui permet de dire qu'une personne est addicte ou non? Le fait de ne pas pouvoir démarrer le matin sans mon café, est-ce que ça fait de moi un addict à la caféine? Et si je suis addict à la caféine, est-ce que c'est grave? Voilà un peu les enjeux. Dans cet épisode, je vais parler d'addiction en général par rapport à des substances, d'accord? Qu'elles soient légales ou non, c'est pas que ça m'intéresse pas de savoir si c'est légal ou pas, parce que l'approche est forcément différente, mais il ne s'agit pas d'en faire une affaire morale, et ça c'est très important, je pense, de commencer par ça, de se détendre par rapport à ça. Pour arriver à s'en sortir par rapport à des addictions, c'est important de ne pas en faire une question morale. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, moi je pense à l'alcool notamment, ça peut être considéré comme un vice. Vous voyez, une sorte de faiblesse, une sorte de manque de volonté, quelque chose d'un peu immoral. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment pas, pour moi, c'est vraiment pas la question. C'est-à-dire que des personnes qui ont des addictions, j'en rencontre un certain nombre, j'en ai rencontré un certain nombre. Il y a des personnes que j'ai pu aider de près ou de loin, et ce ne sont pas des personnes immorales. Voilà, ce sont des personnes humaines, des personnes normales qui ont des valeurs morales, qui ont de la volonté, qui ont de la motivation, qui se battent tous les jours avec leurs addictions, mais aussi pour remplir leurs obligations, pour assumer leurs responsabilités, élever leurs enfants, maintenir leur couple, faire leur travail, etc. Donc voilà, je propose de partir du principe de ne pas en faire une question morale, parce que ça c'est quelque chose qui peut être vraiment dégradant pour l'estime personnelle, et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Il s'agit de valoriser les personnes et de pas s'enfoncer dans la flagellation comme ça. Je suis une mauvaise personne, j'ai des vices, je suis faible, etc. Ça va pas aller dans le sens du bien-être en fait. Alors qu'est-ce qui pourrait différencier une addiction d'une consommation raisonnée? Donc je vous l'ai dit, je vais parler d'addiction à des substances, je ne vais pas parler d'addiction comportementale. Addiction comportementale, ce serait addiction à la pornographie, addiction aux jeux vidéo, ou ce genre de choses qui existent, dont on parlera peut-être dans un prochain épisode, mais aujourd'hui je vais rester, on va rester simple, quoi. Alors, la différence entre consommer occasionnellement et sans avoir de problème et être addict, c'est une notion qui peut être un peu floue, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une zone consommation raisonnée et une zone addiction avec une frontière claire et nette entre les deux. Il y a une espèce de zone tampon, il y a une zone grise, et bien souvent, dans la vie d'une personne qui consomme régulièrement des substances, que ce soit alcool, je sais pas, cannabis, cocaïne,
LSD, enfin bon, il y a que l'embarras du choix, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que la consommation peut varier dans le temps. Donc il peut y avoir des périodes de consommation un peu raisonnées, un peu, on va dire pas très graves, quoi, pour aller vite. Et puis il peut y avoir des périodes vraiment d'addiction, de dépendance profonde, d'excès, de perte de contrôle, etc. Donc on peut pas dire, on peut pas qualifier une personne d'addict. La personne va être addicte à l'instant T. Enfin à l'instant T, on va dire dans une certaine période. Donc c'est toujours aussi contextuel. Ensuite, c'est important de considérer qu'il y a la substance en elle-même, d'accord. Il y a des substances qui vont être plus addictogènes que d'autres, d'accord. La cocaïne, l'héroïne sont plus addictives, par exemple, que l'alcool et le cannabis. Statistiquement. Statistiquement, ça veut dire vous prenez 1000 personnes, vous leur donnez de la cocaïne, vous allez en avoir 200, donc à peu près 20%, qui vont vraiment avoir une envie, une envie irrésistible d'en reprendre. Et c'est à peu près pareil, en gros, pour l'alcool, ce genre de choses. Bon, il s'agit pas de faire des expériences et donner de la drogue à des gens pour voir ce qui se passe, mais l'idée c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des gens, certainement la plupart des gens, qui vont consommer un produit une fois comme ça ou une fois de temps en temps et qui ne vont pas forcément avoir envie de renouveler l'expérience. Par contre, ça pourrait arriver si par exemple vous avez pris, je sais pas, de l'opium une fois, bon, vous n'avez pas trouvé ça génial ou c'était bien, mais pas au point de recommencer, mais peut-être 10 ans, 20 ans plus tard, il vous arrive un truc, j'en sais rien, un drame personnel, hein, là aussi il y a que l'embarras du choix, deuil, licenciement, séparation, accident de la vie, etc. Ça peut vous précipiter dans la consommation de cette chose que vous aviez mis de côté depuis des années. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément inscrit dans les gènes, même si bon, il y a quand même des pistes à ce niveau-là. Il y a aussi une question d'hérédité, d'antécédents familiaux. Donc vous avez la substance en elle-même, le potentiel addictif de la substance, mais vous avez aussi la sensibilité personnelle de la personne à cette substance, d'accord, sensibilité organique, quoi. Effectivement, enfin ça. C'est quelque chose qui est prouvé, par exemple, au niveau de l'alcool, qu'au niveau des neurotransmetteurs. Il y a des personnes qui vont développer très rapidement des angoisses physiques au moment où l'alcool quitte le corps, en fait, au moment de la descente d'alcool, entre guillemets. Donc il y a une dimension biologique, d'accord. Il y a une dimension du produit, quoi, de quel produit on parle. Et puis, ce qui est très important et ce qui est souvent mis un peu sous le tapis quand on parle de ça, c'est toute la dimension sociale et culturelle qui existe autour de la substance, autour du produit, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des cultures où telle substance est parfaitement admise et n'est pas considérée comme problématique. On pourrait parler, par exemple, en Amérique du Sud, le Pérou, où les gens mâchent des feuilles de coca en permanence parce que ça leur permet de supporter l'altitude, d'accord. Et vous avez, ça, on peut voir ça par exemple dans des émissions comme les routes de l'impossible, où vous voyez les conducteurs de camions sud-américains qui mangent des feuilles de coca en permanence pour lutter contre la fatigue. Et nous, vu de chez nous, avec nos lunettes européennes, on peut se dire mais ouais, ils sont complètement frappadingues de faire ça, c'est pas raisonnable. Mais dans ces cultures-là, c'est quelque chose qui est admis, qui est considéré comme naturel, comme normal, et qui n'est pas considéré comme un problème. De la même manière, des pays comme le Yémen, où les gens mangent du khat, qui est aussi c'est aussi les feuilles d'un arbre, c'est une substance, je crois, hallucinogène. Et les gens mâchent ça toute la journée, en permanence, plus ou moins, et on n'envisage pas, par exemple, un mariage sans qu'il y ait des tonnes de khat à disposition des invités, quoi. Dans le monde musulman ou en Inde, par exemple, c'est le cannabis, c'est le hashish qui est complètement intégré dans la vie sociale et considéré comme normal. Et plus proche de nous, c'est l'alcool, qui est considéré là aussi comme extrêmement normal, et les excès peuvent être considérés comme anormaux, mais on ne va pas remettre en question le produit en lui-même, d'accord ?
Et ça, c'est des choses que je rencontre souvent de par mon activité sur Mâcon, des personnes qui sont issues par exemple du monde vinicole, qui viennent de familles de vignerons ou qui vivent dans les villages du Mâconnais où la vigne, le vin sont omniprésents. Le fait de boire du vin, c'est quelque chose qui est encouragé, qui est valorisé socialement, et une personne qui serait excessive dans sa consommation, qui perdrait le contrôle, on va considérer qu'elle est défaillante par rapport à un produit totalement innocent et un peu pur, parfait. Voilà, on va considérer socialement, suivant là où on se trouve, que le problème vient de la personne, mais ne vient pas de la substance et ne vient pas de la culture de la substance. Ça, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Dans quelle mesure votre consommation de substances est déterminée socialement ? Parce que ça fait partie des principaux facteurs de reconsommation, de rechute si vous préférez. Pour quelqu'un qui a arrêté, c'est cette peur de l'exclusion sociale, c'est cette solitude, c'est cet isolement, parce que dans la quasi-totalité des situations, en fait, à partir du moment où la personne arrête de consommer sa substance, elle se met en porte-à-faux par rapport à son entourage, parce que généralement, une personne qui consomme de l'alcool fréquente des gens qui consomment de l'alcool, d'accord ? Une personne qui fume du hashish fréquente des personnes qui fument du hashish, une personne qui prend de la cocaïne a des amis qui prennent de la cocaïne, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important de comprendre que si vous êtes concerné par ce que je dis, pas forcément par ces produits-là, mais en général, quoi. C'est vrai aussi pour le tabac, c'est particulièrement vrai pour le tabac. Le jour où vous arrêtez, vous êtes tout seul. Ou toute seule. Donc c'est très très compliqué de rester clean, de rester sobre ou abstinent quand vous êtes socialement isolé. C'est-à-dire qu'il y a souvent un choix entre plusieurs inconvénients, ça peut être un choix entre plusieurs souffrances, la souffrance de l'addiction ou la souffrance de l'isolement. Donc c'est pour ça aussi que la plupart des gens, quand ils commencent à prendre conscience qu'il y a un problème au niveau de leur consommation, vont plutôt s'intéresser à l'idée de réduire leur consommation, de consommer moins souvent, mais sans arrêter complètement. Alors moi je sais pas ce qui est bon pour chaque personne à tel moment. Ce que je peux vous dire, et c'est un peu le discours en addictologie aujourd'hui en 2025, c'est que l'abstinence n'est pas la panacée en fait, quoi. Il n'y a pas si longtemps, on considérait que quand vous aviez une addiction, il fallait arrêter tout. Et tous les produits associés, on va en parler de polyaddiction, et qu'il fallait jamais recommencer et que tout allait bien. Mais cette option-là, elle est rarement satisfaisante pour les personnes, déjà parce que bon, il y a la solitude, mais il y a pas que ça en fait. C'est-à-dire que le fait de consommer une substance, alors je vous ai parlé d'alcool, je vous ai parlé de cannabis, de cocaïne, ça peut être dans un contexte festif, social, d'accord. Par exemple, le samedi soir, vous sortez avec vos amis, je sais pas, soit vos enfants sont en résidence alternée, soit vous n'avez pas d'enfants, soit ils sont chez les grands-parents, j'en sais rien. Bref, vous avez la soirée pour vous, vous n'avez pas de responsabilité, vous conduisez pas, etc. Tout va bien. Et vous décidez de prendre une cuite, de vous faire une ligne, de fumer un pétard, de prendre un acide. Voilà, vous êtes une adulte responsable, autonome. Bon, voilà, vous faites votre truc, et puis après, bon, le lendemain, vous êtes un peu vaseux. Et puis le lundi, vous recommencez votre semaine, vous revenez dans vos obligations, vos responsabilités, et il n'y a pas vraiment de conséquences au niveau de votre vie sociale, de votre vie professionnelle, etc. C'est intégré, ça pose pas spécialement de problème. Ça vous apporte une respiration de temps en temps, du plaisir, de la joie, ça vous aide à faire la fête, peut-être que ça vous désinhibe, et que ça vous aide, par exemple, à faire des rencontres, à séduire, et ce genre de choses, donc pourquoi pas en fait, voilà, pourquoi les gens n'auraient pas le droit de faire ça. Mais vous avez aussi des cas qui sont très difficiles à quantifier en fait, parce que les statistiques sur les addictions, c'est très très compliqué. Je veux dire que
tous les échantillons qui sont testés sont pas forcément représentatifs de la population en général, quoi. Y a des gens qui sont invisibles, qui sont invisibilisés dans les addictions. Mais globalement, vous avez aussi des populations qui vont consommer leurs produits vraiment au quotidien, et certains produits, culturellement, sont considérés comme... Enfin, c'est considéré comme normal d'avoir une consommation quotidienne, matinale, etc. Comme par exemple pour le cannabis, pour des consommateurs de cannabis, c'est assez normal de considérer que oui, on peut fumer tous les jours dès le matin, et puis que ça permet de passer une bonne journée, etc. Ce qui peut être vrai dans certains cas, ce qui peut être moins vrai dans d'autres. Et les personnes addictes sont pas forcément objectives et lucides en permanence sur leur consommation. Mais c'est-à-dire que vous avez des gens qui consomment au travail, au volant, à la maison, en semaine, dès le matin, le soir, ou qui sont d'une manière générale sous l'effet d'une substance à peu près en permanence tous les jours de l'année depuis des années, quoi. Et là encore, ça va pas forcément leur poser de problème. Alors bon, la drogue au volant, ça peut augmenter les risques qu'il y ait des problèmes, mais ces personnes-là, dans l'absolu, ne ressentent pas forcément leur consommation comme un problème. Ce qui veut dire que la notion d'addiction, il y a déjà, en plus des critères un peu objectifs que je vais vous donner juste après, il y a le ressenti de la personne par rapport à ça. Mais le ressenti de la personne, il est souvent faussé de par le fait d'être sous l'influence du produit plus ou moins en permanence. Il peut y avoir du déni, il peut y avoir un refus de la réalité, une espèce de... Pas de malhonnêteté envers soi-même, mais une espèce du déni, quoi. Voilà, ça s'appelle comme ça. Une idéalisation un peu de soi-même. Quant à la question des critères un peu objectifs pour déterminer si une personne est addicte ou non, bon, c'est jamais complètement objectif, parce que ça dépend aussi dans quel milieu social, dans quelle culture vous vous trouvez. Si vous êtes... ça va pas être considéré pareil, par exemple, en France ou, j'en sais rien, en Thaïlande ou au pôle Nord, j'en sais rien. Mais le principal critère, entre guillemets, ce serait la perte de contrôle. Est-ce que la personne se sent capable de ne pas consommer quand elle le décide? C'est-à-dire, par exemple, demain, j'ai un truc important, peu importe quoi, je sais pas, une réunion, un entretien avec la DRH, ou alors je dois faire un long trajet en voiture, ou alors je sais pas, je dois me présenter au tribunal parce qu'on m'a retiré mon permis pour ivresse au volant. Bon, voilà, il peut y avoir plein de choses importantes dans la vie. Demain, j'ai un truc important, ou j'ai un match de volleyball, faut que je sois en forme. Demain, j'ai un truc important, il faut que je sois en forme, il faut que j'ai les idées claires. Donc ce soir, je consomme pas. Voilà, ce soir, pas la petite bière, pas le pétard, pas rien du tout. Une petite tisane, je me couche tôt, demain, je me réveille en forme et tout va bien. Si vous y arrivez, vous avez décidé de ne pas consommer et vous y arrivez sans trop de problèmes, c'est bien, d'accord. Si vous avez décidé que vous n'alliez pas consommer, mais que vous consommez quand même parce que c'est impossible de faire autrement, bah à ce moment-là, on peut dire qu'il y a peut-être un problème, quoi. Il y a peut-être un problème, en tout cas au niveau du contrôle sur la consommation. Donc voilà, l'idée de perte de contrôle, qui est associé à ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire en gros le manque, quoi. Le craving, c'est quand vous avez envie de votre produit, par exemple, j'en sais rien, un pétard, vous avez envie d'un pétard, et vous pouvez pas penser à autre chose, et ça va vous travailler toute la journée, en fait, ça va vous travailler jusqu'à ce que vous consommiez. Et c'est un besoin qui est urgent, enfin qui est vécu comme urgent, qui est obsédant, qui est irrépressible. C'est impossible de penser à autre chose, ça prend toute la place et ça ne vous laisse jamais tranquille jusqu'à ce que vous ayez consommé le produit, en fait.
Ce qui est souvent vécu comme culpabilisant d'ailleurs par les personnes addictes, le fait de ne pas avoir su résister, le fait de ne pas avoir pu s'empêcher de consommer, avec une espèce de d'autocritique, un auto-jugement comme ça, je suis faible, je suis une mauvaise personne, etc., etc. Enfin tout ce qu'on peut imaginer, qui va générer de la culpabilité, qui va générer de l'anxiété, qui va générer encore plus de craving, quoi. À côté de ça, d'autres critères un peu moins objectifs, mais qui peuvent être très intéressants, en tout cas pour évaluer un peu sur le moyen terme ou sur le long terme sa consommation, c'est le temps et l'argent dépensé. Le temps et l'argent dépensé, c'est un paramètre qui dit énormément de choses en fait sur une addiction, sur une consommation. C'est-à-dire que combien ça vous coûte votre produit, combien ça vous coûte chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année, j'en sais rien. C'est peut-être pas forcément facile de faire le compte, mais c'est souvent assez simple de faire une estimation, d'accord ? Le temps dépensé, donc le temps consacré pour aller se procurer le produit, d'accord. Alors s'il s'agit, j'en sais rien, d'acheter de l'alcool, bon bah souvent il suffit de sortir de chez soi pour en trouver. Hein. Le produit est dramatiquement accessible, mais dans le cas de produits illégaux comme j'en sais rien, le cannabis, bah peut-être que ça prend plus de temps, peut-être qu'il faut plus chercher, aller plus loin, aller à différents endroits. Plus l'insécurité qui va avec le fait d'être considéré malheureusement un peu comme un délinquant par la société. Donc le temps que ça prend pour se procurer le produit, le temps que ça prend de consommer et d'être sous l'effet du produit, d'accord, parce que certains produits, une fois que vous les avez consommés, vous pouvez pas faire autre chose en fait. Donc, par exemple, dans le cas de l'alcool, quand vous en prenez, vous êtes sous l'effet de l'alcool pendant combien de temps? Alors, ça peut être toute la nuit, j'en sais rien, de 21h à 4h du matin, bon, ça fait un temps. Et après ça, le temps passé à récupérer de votre consommation. Donc, le temps que vous avez passé à vous procurer le produit, le temps que vous avez passé sous l'effet de la substance, en état d'ébriété, si vous voulez, et le temps dont vous avez besoin pour récupérer de votre consommation et revenir à votre état normal, quoi. Donc dans le cas de l'alcool, souvent 24-48 heures sont nécessaires pour retrouver un peu son état ordinaire, son état normal, retrouver toutes ses capacités, etc. Bon, 48 heures peut-être pas, mais globalement il faut bien 24 heures pour récupérer d'une gueule de bois. Après, c'est un temps qui s'allonge avec l'âge, en fait. Ensuite, dans les critères, bon bah il y a le craving. Est-ce que vous avez des cravings? Est-ce que ça vous arrive d'être en manque ou d'avoir ce besoin irrépressible, urgent, obsédant de consommer maintenant? Voilà, ça c'est un critère. C'est un critère qui est central, en fait, c'est certainement le plus important, puisqu'une personne qui n'est pas addicte n'a pas de manque, en fait, n'a pas de craving, n'a pas de compulsion par rapport à des produits. Voilà où se situe un peu la frontière. Ensuite, c'est la difficulté ou l'impossibilité de remplir ses obligations, d'assumer ses responsabilités. Alors, dans des cas extrêmes, j'en sais rien, vous devez aller chercher vos enfants à l'école, mais bon... Quand même, vous avez encore le temps, tiens, j'ai encore 2-3 heures devant moi, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, bah je vais me faire, j'en sais rien, je vais me faire un fixe, je vais fumer un bang, ou des trucs comme ça, et puis le temps passe, vous regardez le plafond, vous êtes dans votre truc, et puis vous avez oublié d'aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Voilà, ce sont des choses qui existent, c'est pas... Il y a des choses encore beaucoup plus graves qui existent, mais voilà, est-ce que le fait d'être sous l'effet du produit, ça vous empêche d'assumer vos responsabilités ou non. Et à partir de tous ces critères, comme ça, vous pouvez évaluer où vous en êtes dans votre consommation, et vous pouvez prendre la décision de demander une aide extérieure. Et ça me paraît pratiquement incontournable, en fait. Et c'est même... c'est même l'indice vraiment qu'il y a eu du chemin de fait par rapport à l'addiction, c'est quand vous acceptez une aide extérieure, en fait.
On va dire que vous avez fait déjà à peu près la moitié du boulot. Globalement, c'est peut-être pas le plus dur, mais c'est dur. Enfin, je sais, de par ce que les gens me disent, que de prendre la décision d'appeler quelqu'un pour parler de ça, c'est très très compliqué. Il y a une peur aussi du jugement, il y a un jugement sur soi, ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire, bon, je commence à me préparer à l'idée de me priver de mon produit qui est tellement important pour moi, en fait. Donc voilà, c'est compliqué. Mais les gens, alors je dis les gens, il y a des gens comme moi, hypnothérapeutes, qui travaillent sur les addictions dans un certain cadre. Globalement, c'est quand même toujours mieux, voire même indispensable, de commencer par le médecin traitant et puis éventuellement de trouver un addictologue ou une addictologue qui va pouvoir vous aider, qui souvent va vous proposer certains médicaments pour vous aider à lutter contre le craving. J'entends régulièrement que des gens sont anti-médicaments à ce niveau-là, que ce serait remplacer une dépendance par une autre. Bon, ça se comprend et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si l'addictologue, par exemple, vous prescrit du Xanax ou un antidépresseur pour accompagner le sevrage, l'antidépresseur ou le Xanax ou j'en sais rien ce qu'ils prescrivent, mais enfin globalement des anxiolytiques, ça va pas vous apporter du plaisir et de l'euphorie ou ça va pas vous donner des hallucinations comme le produit que vous prenez au départ. En fait, c'est vraiment pas comparable. Et la notion de dépendance est pas du tout la même, en fait. Bon, après ça. Là, je parle de ce qui ne me regarde pas, mais je pense que c'est important aussi de considérer que c'est quelque chose qui peut vous aider et de commencer donc par vous orienter vers le médecin traitant, l'addictologue, et voir ce que ces personnes-là ont à vous proposer avant d'aller voir ailleurs. Mais globalement, c'est plus intéressant pour les personnes addictes d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire qui va être plus ou moins structuré, c'est-à-dire d'avoir plusieurs personnes, d'avoir une équipe, plus ou moins de personnes pour vous aider. Parce que on considère aujourd'hui qu'une seule personne n'est pas suffisante pour vous apporter une aide solide et pertinente. Faut bien comprendre qu'une personne addicte est souvent confrontée à la solitude, à l'isolement, et c'est particulièrement vrai pendant les périodes de sevrage, les périodes de réduction ou d'arrêt de la consommation, où la personne peut être très bien entourée, mais se sentir extrêmement seule. Donc savoir qu'il y a des gens autour de soi qui sont des professionnels qui sont bienveillants, qui ne portent pas un jugement négatif, qui ne vous disent pas qui vous êtes et ce que vous devez faire, qui n'en font pas une affaire morale, ça peut être extrêmement aidant en fait pour ces personnes-là. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'une addiction ? Qu'est-ce qui différencie la consommation occasionnelle raisonnée et l'addiction ? Bon, je vous ai parlé de ces différents critères. Hein. La perte de contrôle, le manque, le craving, le temps et l'argent consacrés à cette consommation. Ensuite, c'est important de comprendre qu'on parle rarement d'addiction simple, et que souvent ce sont des addictions cumulées, des polyaddictions, des addictions multiples. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont alcooliques, addictes à l'alcool, généralement fument beaucoup, etc. Les consommateurs de cannabis généralement fument énormément aussi de tabac. D'ailleurs, souvent il y a quand même un package aujourd'hui. C'est assez commun, c'est assez normal, on pourrait dire, en tout cas c'est assez banal, de retrouver tabac, alcool, cocaïne, cannabis, au moins en consommation hebdomadaire chez beaucoup de gens. Donc avec l'association des produits, ça complexifie encore les choses. Ça, c'est quelque chose que les fumeurs connaissent bien. Les gens qui arrêtent de fumer, bon, est-ce que je continue à boire du café ou pas ? Parce que le café donne envie de fumer. Et l'alcool donne envie de fumer à des niveaux encore bien supérieurs, parce que sous l'effet de l'alcool, vous ne pensez pas aux conséquences, en fait.
tandis que le café ne va pas modifier non plus l'état de conscience de la personne. Donc, quelles consommations sont associées, de quels produits on parle, à quelle fréquence, quelle quantité, dans quelles conditions. Bon, vous voyez que c'est très compliqué et que ça peut nous emmener très loin. Maintenant, qu'est-ce que l'hypnose peut faire pour essayer de sortir des addictions? Alors, je posais la question, est-ce que il faut viser l'abstinence, l'arrêt total ou la réduction de la consommation, le retour à une consommation raisonnée? Ça, je dirais que si quelqu'un vient chez moi par rapport à un problème d'addiction et me pose la question, est-ce que je dois arrêter complètement, est-ce que je dois essayer de réduire? Moi, je pourrais jamais donner une réponse en fait. Il y a que la personne qui peut savoir. Voilà, c'est pas à moi de déterminer vos objectifs, je sais pas ce que vous voulez, je peux pas vouloir quelque chose à votre place. Moi je suis là pour vous aider, donc quelle que soit la direction que vous estimez être la meilleure pour vous, moi je vais aller dans votre sens en fait. Globalement, je suis assez sceptique par rapport à l'arrêt total aujourd'hui. Je suis aussi assez sceptique par rapport à la réduction de consommation de certains produits, mais globalement, bon, ça, c'est vraiment une question à se poser. C'est une question profonde, c'est une question très complexe qui n'implique pas les mêmes choses. Et les enjeux, ils sont très faciles à comprendre en fait. C'est un choix entre différents inconvénients. C'est vraiment ça. Vous n'avez pas une situation qui a plus d'avantages que l'autre. Les inconvénients sont pas les mêmes en fait. Ça dépend lesquels vous êtes le plus à même de supporter quoi. C'est-à-dire que dans le cas de l'abstinence, de l'arrêt total, c'est la peur de l'exclusion sociale, c'est la solitude, c'est l'isolement. Parce que quoi qu'on en dise, par exemple, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le tabagisme, mais aussi dans l'alcoolisme, mais aussi, bon, globalement pour à peu près toutes les substances. Le jour où vous arrêtez, votre entourage ne vous considère plus de la même façon. Vous n'êtes plus aussi intégré que vous étiez quand vous consommiez comme les autres en fait. Donc cet aspect-là, il est très important. On peut pas le mettre sous le tapis. Maintenant, la réduction d'une consommation, le retour à une consommation raisonnée, évidemment, c'est quelque chose qui est également très difficile, qui est également très compliqué. Qu'est-ce qui se passe si on laisse la porte entrouverte, en fait? Voilà. J'ai eu du craving pendant des années, ça m'a empêché d'assumer mes responsabilités à un certain niveau, j'ai été gravement dépendant ou dépendante de telle ou telle substance pendant longtemps, j'y ai passé un temps fou, j'ai investi énormément d'argent dans ce truc-là, et aujourd'hui je voudrais diminuer mais continuer un peu. Vous voyez, est-ce que ça va être possible? Donc tout dépend finalement à quel niveau d'addiction vous êtes au départ. C'est une question qui est très compliquée. Il n'y a jamais en fait de réponse définitive. Il peut aussi y avoir des sortes qui sont pas des compromis, mais un peu des aménagements, c'est-à-dire que suivant les périodes, vous avez des gens comme ça qui vont dire bon bah telle période c'est une période compliquée, ou par exemple j'ai beaucoup de boulot, ou par exemple c'est les vacances scolaires, j'ai mes enfants à la maison, où ça va être des périodes d'abstinence totale, et puis par exemple quand la personne enfin elle a un peu de temps libre, elle va pouvoir s'autoriser, etc. Donc ça va plus du côté de l'abstinence avec des permissions entre guillemets pour pas être dans une souffrance non plus permanente, parce que la vie après l'addiction n'est pas forcément satisfaisante en fait. C'est-à-dire, et c'est un constat qui est dramatique, hein, mais globalement, quand vous commencez à remettre en question la consommation d'un produit, quand vous prenez conscience que vous êtes addict à quelque chose, et que vous commencez à envisager une sortie de cette addiction, il faut vous préparer à ce qu'il y ait des changements profonds dans tous les domaines de votre vie en fait. Parce que en fait, vraiment pour aller vite, le fait de ne plus consommer un produit, c'est une remise en question de votre identité. Enfin, en tout cas, ça peut l'être. C'est le cas notamment chez les fumeurs, c'est extrêmement présent chez les consommateurs de cannabis, en fait, ça s'explique surtout parce que, il y a plein d'explications, mais une explication, moi, que je retiens maintenant, c'est le fait que c'est souvent des consommations qu'on consommait très jeunes, qu'on commençait très jeune, le hashish, le tabac par exemple, mais aussi l'alcool, autour souvent de 14-15 ans, 16 ans, enfin
dans un âge où on essaie de construire un peu son identité, et la construction de l'identité se fait autour de ce produit-là. Et arrêter de consommer ce produit, ça veut dire ne plus être la même personne. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Et c'est là que l'hypnose peut être intéressante. Peut être intéressante pour ça. Pas pour reconstruire son identité, mais pour vraiment sentir par l'expérience hypnotique, par l'expérience sensorielle, introspective de l'hypnose, trouver le vrai soi, en fait. Le vrai soi qui a existé avant la consommation du produit. Si vous avez commencé à fumer du hashish à 16 ans, et que vous avez 40 ans, 50 ans, et que vous voudriez arrêter, vous avez quand même vécu 16 ans sans le hashish. Votre identité, elle existait, elle préexistait au produit. Donc retrouver cette identité, renforcer l'estime de soi, et aussi d'autres choses qui sont très importantes, mais pas forcément évoquées comme ça d'une manière générale quand on parle des addictions, c'est que il y a des, je sais pas si on peut dire des traits de caractère, enfin des façons de réagir qui sont à la fois une cause et une conséquence de l'addiction. C'est par exemple l'intolérance à l'ennui. Le fait de consommer tel produit peut rendre telle activité moins ennuyeuse. Et certainement, c'est pour ça que depuis quelques années, il y a eu une explosion, une augmentation considérable de la consommation de drogue et d'alcool au travail. D'accord ? Parce que les gens s'ennuient, parce qu'ils souffrent, et que ça permet de supporter quelque chose qui serait insupportable sans le produit, quoi. Donc il y a tout le contexte, la pénibilité des situations, et le produit permet d'y faire face, avec beaucoup d'inconvénients, mais quand même ça permet. Et puis l'intolérance à l'ennui, mais aussi l'impulsivité, l'émotivité. Donc voilà, on ne sait jamais trop bien si c'est une cause ou une conséquence de l'addiction. Souvent c'est un peu les deux. Donc là aussi, l'hypnose a des apports extrêmement intéressants d'une manière générale pour tout ce qui est émotionnel en fait. C'est-à-dire que quand une personne commence à souffrir de son addiction, quand il commence à y avoir une prise de conscience, c'est généralement un moment un peu de crise existentielle où la personne peut ressentir beaucoup de déprime, il peut même y avoir de la dépression, où il y a souvent une certaine négativité, l'irritabilité qui s'installe, des troubles émotionnels, une énergie qui diminue, enfin où vraiment émotionnellement il se passe quelque chose de suffisamment douloureux, de suffisamment pénible pour que la personne puisse réagir. Et ça aussi, c'est un constat qui est dramatique, mais qu'on retrouve dans plein de thématiques associées à l'hypnose, en fait, qu'on va travailler en hypnose, c'est que la plupart des gens, en fait, vont encaisser. C'est dur, c'est compliqué, vraiment c'est pénible, mais c'est encore supportable, donc je continue. Jusqu'au moment où vous arrivez à ce moment où vous dépassez votre seuil de tolérance et où vraiment c'est plus possible, là je supporte plus et là je fais quelque chose. Et là il y a ce qu'on appelle un déclic en fait. Le déclic il se fait dans les moments de grande souffrance. Malheureusement, il faudrait pas attendre d'être complètement addict pour remettre sa consommation en question, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. C'est intéressant aussi l'hypnose pour travailler sur certaines perceptions de la réalité. Donc il ne s'agit pas de déformer la réalité, mais au contraire d'arriver à ressentir les choses vraiment comme elles sont. Parce que quand vous êtes dans le circuit un peu de la récompense du produit, où tout ce que vous percevez c'est plus ou moins déformé par le produit que vous consommez, d'accord ? Il peut y avoir une idéalisation du produit, c'est-à-dire que la personne souvent va anticiper le plaisir qu'elle aura à prendre son produit. Ah, vivement ce soir,
quand je rentre après le boulot, je vais me pouvoir verser un petit whisky et là, je vais me sentir vraiment trop bien. Ou vivement vendredi soir, la semaine est finie, je vais pouvoir fumer un pétard et waouh, là, je vais planer, ça va être génial. Ou vivement, j'en sais rien, telle vacances, avec mes copains, on se réunit, on va prendre des champignons et puis ça va être un moment génial. Et souvent, le plaisir qui est anticipé, quand le moment de la consommation arrive, le plaisir est souvent inférieur à ce qui était attendu. C'est-à-dire que les attentes des personnes sont souvent déçues par rapport à la consommation. Et ça fait aussi un effet de récompense aléatoire. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience pour étudier les circuits de récompense du cerveau. Par exemple, vous prenez une souris, vous lui mettez une gamelle avec un bouton où elle doit appuyer dessus, ça fait tomber des croquettes. Et la souris trouve le bouton par hasard, ça fait tomber des croquettes, elle mange des croquettes, et puis elle passe à autre chose, et quand elle a à nouveau faim, elle appuie sur le bouton, ça lui donne des croquettes, et elle va y aller de temps en temps quand elle a faim, quand c'est nécessaire, quoi. Par contre, si vous déréglez le bouton et que vous faites en sorte que une fois vous appuyez dessus, ça vous donne rien, une fois ça vous donne des croquettes, une fois sur 10, ça vous donne double dose de croquettes, et que c'est aléatoire, là la souris va devenir complètement compulsive et elle va appuyer sur le bouton en permanence, même si elle fait tomber double ration de croquettes, elle va quand même continuer à appuyer comme pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les addictions, le principe un peu de récompense aléatoire. Un exemple un peu plus quotidien, facile à observer, c'est la consommation de cigarettes. La plupart des cigarettes qui sont fumées dans la journée d'un fumeur ou d'une fumeuse, la plupart des cigarettes, elles sont complètement machinales, sans plaisir, sans conscience, sans vraiment en profiter en fait. C'est souvent assez décevant en fait. Voilà l'idée. Ensuite, au niveau donc de retrouver la conscience aussi des choses, à quel moment j'ai du plaisir, à quel moment j'ai pas du plaisir. Est-ce que toutes ces consommations un peu machinales sans plaisir, est-ce qu'elles servent vraiment à quelque chose, etc. Et le fait de prendre vraiment conscience des choses fait que vous avez besoin, ça développe des besoins différents, ça développe une attention différente, et ça se manifeste par des changements comportementaux en fait. Mais ça commence toujours par prendre conscience en fait. Ça fait pas tout de prendre conscience, mais c'est la première étape indispensable en fait. Ensuite, de retrouver une certaine lucidité sur sa situation, sur sa consommation, notamment en examinant un peu les différents critères en fait que je vous ai présentés. Est-ce que c'est satisfaisant pour moi cette situation? Est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Est-ce que je prends vraiment du plaisir à consommer ce produit, ou est-ce que je le fais un peu par habitude, par évitement de quelque chose? Est-ce que vraiment pour moi c'est satisfaisant? Et ça, enfin, se poser la question comme ça vite fait, un peu n'importe quand, c'est déjà très bien. Mais de considérer ces questions-là quand vous êtes dans un cadre particulier, la démarche est plus la même. Et revenir sur ces questions-là, revenir sur soi quand vous êtes en état hypnotique, qui est un état conscient, lucide, où voilà, on perd pas le contrôle, etc. Mais où on se pose les questions différemment, où on ressent les choses dans son corps, c'est-à-dire qu'on passe à un mode de réflexion un peu mental, un peu abstrait. Voilà, bon, oui, c'est vrai que si j'y réfléchis, c'est pas génial. Tandis qu'en hypnose, ça a vraiment activé des émotions, des sensations plus ou moins intenses, qui peuvent vous mettre en mouvement dans une direction différente. Mais le fait d'idéaliser comme ça le produit, le fait de minimiser sa consommation, de minimiser les conséquences de sa consommation, c'est-à-dire le déni, l'hypnose peut aider à sortir de ce déni. Alors souvent, il y a une ambivalence, de toute façon, il y a toujours de l'ambivalence dans les addictions. Ça aussi, c'est quelque chose qui est couramment travaillé en hypnose, mais sur aussi plein de sujets différents. Il y a une partie de moi qui veut, il y a une partie de moi qui veut pas. Le conflit intérieur, l'ambivalence, le fait d'être partagé, de ne pas savoir ce qu'on veut en fait, parce qu'on veut tout, on veut tout et son contraire en même temps.
parce que c'est confus, parce que les situations comme ça sont confuses. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire sur l'hypnose et les addictions. Donc oui, l'hypnose, ça peut vous aider à différents niveaux. Ça peut vous aider pour reprendre le contrôle sur votre consommation. D'accord, ça peut être un soutien si vous êtes dans une période de sevrage, mais c'est surtout et aussi un soutien pour déjà pour enlever le stress, la culpabilité et tous les traumas qui peuvent être associés à la consommation du produit, et ils peuvent être très nombreux parce que bon, je vous ai décrit des situations des situations un peu normales, mais ça peut vite dégénérer, ça peut générer de la violence, ça peut générer des tas de choses, ça peut générer de la délinquance, enfin, une personne addicte peut être amenée à faire des tas de choses qu'elle va regretter par la suite. Donc de revenir sur ces choses-là pour apaiser l'esprit, apaiser le mental, apaiser le corps, apaiser les émotions, pour pouvoir en gros récupérer l'énergie qui est nécessaire pour faire face au sevrage. La restauration de l'estime de soi, d'accord, se percevoir différemment, arrêter d'en faire une question morale, arrêter de se flageller, arrêter de se juger négativement pour pouvoir avancer en fait. Voilà. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'hypnose au niveau des addictions. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, ce serait interminable, pas forcément intéressant pour vous, mais j'espère que ce tour d'horizon, ça vous éclaircit un peu les choses, ça vous permet un peu de vous y retrouver, et surtout, voilà, et vraiment le message central que je vous harcèle avec ça, c'est de ne pas en faire une question morale. Et non, votre vie, elle sera pas forcément beaucoup mieux si vous arrêtez de consommer tel produit ou si vous en consommez moins. La vie sera pas forcément satisfaisante, donc faut pas non plus écouter tout ce qu'on vous dit que la vie c'est forcément génial. Enfin, la vie est pas géniale en fait, hein. Ça, je sais pas qui prétend que la vie peut être géniale. Elle peut l'être, mais les moments où la vie est géniale, c'est des moments en fait. Mais la plupart du temps, la vie, c'est quand même des contraintes, des obligations, c'est des choses à faire. Bon, la vie, souvent c'est un peu chiant quand même. Donc, voilà, il faut aussi l'accepter. Et je pense que ça fait partie aussi des mécanismes de l'addiction. C'est un peu cette recherche de la vie géniale en fait. Cette recherche, il y a une recherche du bonheur un peu, il y a une recherche de bien-être. Moi, je suis convaincu qu'il y a quand même une intention positive derrière tous ces comportements qui peuvent être extrêmement problématiques. Après, la question, c'est d'arriver à comprendre l'objectif qu'il y a derrière pour trouver des manières différentes d'atteindre cet objectif. Si vous vous posez la question aujourd'hui de savoir si vous êtes addict ou de comment vous en sortir, c'est que c'est pas satisfaisant en fait, c'est ça. Et il y a des choses à faire et c'est possible de s'en sortir. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention. Je vous donne mes coordonnées qui seront aussi dans la description du podcast, ou je sais pas, peut-être que vous aurez trouvé la vidéo directement sur mon site. Emmanuel Winter, 06 82 15 09 05, ou par email hypnose.macon@gmail.com. Merci de votre attention.